On va commencer cette première table ronde. Feeling, donc, nourrir la ville métropolitaine. Il n'y a pas un discours d'élu. Vous me dites si je parle trop fort, parce que comme je suis à peu près sourd. Il n'y a pas un discours d'élu qui ne garantisse pas désormais 50% de bio et 100% de circuits courts dans les cantines. Comme exemple de la prégnance qu'a pris au cours des dernières années l'alimentation, l'approvisionnement en nourriture des villes. On parle beaucoup d'agriculture urbaine et nous allons en parler avec nos invités que j'appelle sans plus tarder. Nous avons l'honneur d'accueillir Stéphane Layani. Vous êtes président, directeur général de Semaris, chacun vous connaît. Thierry Blandinière, vous êtes directeur général d'Invivo. Philippe Ponnoura, vous êtes directeur des relations institutionnelles France de Sodexo. Vous nous servez, je crois, 110 000 repas dans Paris Intramuros chaque jour, soit l'équivalent de la population d'Orléans. Et enfin, Babette de Rosière, chacun également vous connaît, puisque vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, déléguée spéciale à la Cité de la Gastronomie, dont vous allez nous parler, mais aussi une personnalité de l'audiovisuel sur le sujet de la cuisine et de la gastronomie. Vous nous en parlerez aussi. Je crois que votre biographie ne va pas tarder à sortir. Vous m'avez dit qu'elle était pimentée comme la cuisine que vous aimez. Commençons, si vous voulez bien, avec vous, monsieur Ponnoura, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet de façon finalement peut-être un peu moins politiquement correcte que dans tous les débats sur les réinventer, les inventons, les toitures végétalisées, les serres urbaines, etc. Puisque vous, chiffre à l'appui, vous allez nous expliquer que tout ça, sans en nier les vertus pédagogiques, vive l'agriculture urbaine, parce que c'est un facteur de lien social et de partage, mais enfin, ça ne va pas forcément suffire tout de suite à nourrir tout le monde. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, si on parle de l'agriculture urbaine, je pense qu'il faut faire le distinguo entre ce qu'on pourrait appeler l'intra-urbain et le péri-urbain. Et déjà, faire cette distinction permet de pouvoir éclairer le débat et trouver un équilibre entre ce sujet de l'agriculture urbaine, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une utopie? C'est vrai que c'est extrêmement en essor si on prend des villes comme Détroit, San Francisco, Rennes, et puisqu'ici nous sommes à Paris, j'évoque Paris. La ville de Paris, dans son plan alimentation durable, a prévu de se doter, on va dire, de 30 hectares de culture d'ici 2020 en signant le plan Milan sur l'alimentation. Si on prend quelques chiffres, aujourd'hui, si vous prenez tous les lots vacants sur la ville de New York et que vous les transformez pour une production alimentaire, vous pourriez nourrir 160 000 habitants sur les 8 millions que compte la ville. Donc on voit bien déjà qu'il y a un décalage tout simplement entre la population à nourrir et la capacité qu'auraient les réserves foncières à pouvoir le faire. Et ça s'entend peut-être à mon accent, je ne suis pas complètement parisien, je suis un piètre agronome, mais j'ai 30 hectares de terre personnellement dans le Gers. Et avec les 30 hectares que la ville de Paris dédierait à cela, selon mes petits calculs, on serait capable de nourrir 1500 personnes. Donc on est loin de pouvoir faire reposer la légitimité de l'agriculture intra-urbaine sur sa capacité à nourrir les villes, et encore plus demain avec les chiffres qui ont été donnés par Christian Nimborel en disant voilà, demain on sera 9 milliards et 66% ou 68% de ces 9 milliards viront dans les villes. Ça n'empêche pas un certain nombre d'avantages qui ne sont pas liés à la capacité de nourrir, mais en tout cas qui ont beaucoup de vertus en dehors, qu'elles soient pédagogiques, écologiques, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors je crois que vous avez appris à vos dépens certaines règles d'agronomie, notamment concernant l'impact du vent sur vos cultures. En fait, nous, chez Sodexo, on a 100 millions de consommateurs chaque jour dans le monde. Et dans Paris Intramuros, on sert tous les jours 110 000 repas, que ce soit dans les crèches, les hôpitaux, les écoles, les entreprises. Et donc, on n'est pas des grands sachants, mais en tout cas, on est des grands observants. Et on a essayé de se dire, on a un siège à Issy-les-Moulineaux, on a 150 mètres carrés sur le toit, on va essayer de s'appliquer à nous-mêmes ce que nos élus nous demandent de faire. Et donc, on a dépensé un peu de sous, on a fait de l'aéroponie, on a fait pousser des blettes, des courgettes, des aubergines, des herbes aromatiques, etc. Bon, résultat des courses, on a obtenu 15% de ce qu'on pensait récolter. Ça nous a coûté 31 000 €. Ça fait cher le bouquet de persil. Et je pense que même à Rungis, je n'aurais pas trouvé un chef 3 étoiles pour prendre mon persil. Donc ça n'a pas été une superbe réussite. En revanche, et c'est là où on bascule sur... Surtout à Rungis. Surtout à Rungis. Mais c'est en tout cas une
Voilà, on voyait bien que quantitativement, ça n'a pas été une réponse. En revanche, la manière dont les consommateurs sur le restaurant du personnel ont apprécié le fait de pouvoir se reconnecter avec une production, pouvoir raconter une histoire, et toutes les histoires ne se valent pas. Et ensuite, pouvoir mettre à la disposition des salariés les paniers qui ont été constitués à partir de cette production, oui, ça a eu une vertu de cohésion, d'engouement, de curiosité, de tout ce que vous voulez, mais la vocation de production, nous en tout cas, n'y est pas arrivée. Très bien. Alors justement, Thierry Blandinière, d'Invivo, vous nous direz en un mot, peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'est Invivo, mais vous réfléchissez et vous agissez même pour essayer d'inventer un modèle économique pour rendre compétitives les blettes là, qui ne l'étaient pas. En mettant, vous m'expliquiez comment dire, des commerces de produits issus des circuits courts qui jouxteront ou qui jouxtent déjà vos jardineries, si je résume. Donc, merci de m'avoir invité pour parler un peu d'agriculture, notamment ce matin. Et je suis très heureux de voir qu'on découvre que c'est pas facile de produire et qu'on est dans un métier à risque et que le vivant n'est jamais difficile, très difficile à contrôler. Et que le côté vertueux, on va dire, des fermes urbaines, c'est peut-être de réapprendre aux citadins ce qu'est l'agriculture et peut-être aussi de reconnecter quelque part l'agriculteur et la cité au travers de ce type d'expérimentation, parce que je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. C'est clair que c'est pas avec des fermes urbaines qu'on va nourrir une ville comme Paris, et c'est même pas avec l'Île-de-France. Et Rungis, Monsieur Lanani pourra témoigner, mais il y a beaucoup de produits qui viennent du monde entier, qui passent par Rungis pour nourrir l'Île-de-France. Et donc, il faut voir ça comme un avantage, quelque part. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tendance à peut-être à relocaliser aussi certaines productions, et ça va dans la bonne direction. Donc nous, on incite énormément les agriculteurs à produire du local, parce qu'il y a une demande forte sur le local. Pour autant, c'est comme le bio, ça va représenter 5 à 10, 15% maximum, on va dire, de la production française à horizon 2025 ou 2030. Donc certes, ça permet peut-être aussi à certains agriculteurs de petite taille de retrouver un revenu, une valeur ajoutée. Et ça, il faut le soutenir. Et je sais que beaucoup d'acteurs de la distribution, de la restauration soutiennent cette démarche. Et donc, nous, on s'inscrit pleinement dans l'accompagnement, de la transformation de ces petites fermes agricoles. Pour autant, il y a toujours la grande agriculture qui sera là. Et heureusement qu'elle est là pour nourrir les 9 milliards d'habitants bientôt sur notre planète et de rééquilibrer aussi, quelque part, les continents. Je rentre d'Argentine et du Brésil. Je peux vous dire qu'on ne parle pas de la même agriculture quand on est en Argentine et au Brésil et quand on arrive ici à Paris ou en France. Pour autant, quand on regarde le Mato Grosso, par exemple, vous connaissez cette région du Brésil, ils sont partis dans une croissance folle aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est de dire qu'il faut doubler la production du Brésil pour nourrir le monde, et notamment l'Afrique et tous ces pays-là. Donc il faut arriver à vivre avec toutes ces agricultures, et je crois que c'est très bien de pousser effectivement l'agriculture des fermes urbaines, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de toutes les formes d'agriculture pour nourrir la planète. Mais l'agriculture intensive, vous dites intensive, est très fortement stigmatisée. On lui impute la disparition de la biodiversité. Enfin, comment vous regardez ce phénomène? C'est très répandu de penser que l'agriculture intensive est le mal du siècle, en fait. Alors je ne savais pas que le thème était l'agriculture ce matin. Ce n'est pas le thème, mais c'est important. C'est important. En fait, il faut qu'on arrive à trouver une troisième voie. Donc, on sait que le tout organique, le tout bio n'est pas possible demain pour nourrir techniquement 9 milliards d'habitants sur la planète. Et on sait qu'en même temps, il faut le dire, il faut utiliser différemment les intrants, que ce soit les phytosanitaires, les engrais, les fertilisants, et il faut mieux travailler la qualité de ces intrants. Et aussi, il faut promouvoir une nouvelle agriculture. C'est notre mission au niveau d'Invivo. Cette troisième voie, c'est-à-dire démontrer qu'on peut produire plus et mieux demain pour régler l'équation. Et donc de se retrouver dans des situations où on va pouvoir développer une nouvelle agriculture plus technique, plus précise, qui permettra aux agriculteurs de mieux doser leurs intrants et d'être respectueux de l'environnement, de trouver cet équilibre entre la qualité, le rendement, le revenu et les enjeux sociétaux et environnementaux. Voilà, il y a ce chemin de crête à trouver, on y travaille. Ça devient possible grâce aux nouvelles technologies, il faut le dire. Donc maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir équiper les agriculteurs d'outils leur permettant de mieux piloter le potentiel agronomique d'une parcelle
et ainsi, quelque part, de réduire l'utilisation des intrants. Dites-nous un mot de ce concept pour trouver un modèle économique ou pour le favoriser au circuit court, aux produits issus des circuits courts, liés à votre réseau de jardinerie. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Alors, on a décidé chez InVivo d'investir dans les jardineries massivement. On vient de racheter Jardiland, on a Gember, on a Delbar. Donc, l'idée, c'est à partir des jardineries de réinventer l'histoire du potager, quelque part, et de demander, quelque part, aux consommateurs citoyens de s'engager à soutenir les produits locaux, le savoir-faire local, et de se réinventer, donc d'inventer une nouvelle expérience client. Concrètement, ça veut dire qu'on va adosser à toutes les jardineries des petits magasins de produits locaux pour mettre en avant les agriculteurs de la région et parler directement donc, aux consommateurs citoyens en disant, vous voyez, finalement, vous avez là maintenant une connexion directe avec votre agriculteur et vous pourrez échanger, comprendre d'où vient le produit, comment il a été fait et quelque part répondre aux attentes d'engagement sociétaux de notre société. Stéphane Layani, donc Didier Kling l'a rappelé, vous êtes à la tête du mine de Rungis, qui est le plus grand marché du monde. Comment vous voyez toutes ces questions? J'imagine qu'on vous en parle, qu'elles sont une réalité aussi chez vous. Pour une fois, je ne vais pas être disruptif. C'est assez rare. Je suis entièrement d'accord avec mes collègues. D'abord, moi, je suis sûr qu'il y a une demande de produits locaux et de circuits courts. Et d'ailleurs, à Rungis, on le fait. D'abord, on est un circuit court et on fait entre 60% et les 2/3 de l'agriculture locale produite en Île-de-France. Hein? L'essentiel de la production locale d'Île-de-France passe par Rungis, vous ne le savez pas. Ça représente, tenez-vous bien, moi je croyais que ça représentait 2% des besoins alimentaires des Franciliens. L'Adria vient de sortir ces chiffres, ça équivaut exactement à 1,2% des besoins alimentaires de l'Île-de-France. Donc vous ne nourrissez pas la ville avec les toits. Je ne vais pas dire que c'est des gadgets, mais ça n'est pas à la mesure des problèmes. Et moi, je voudrais rebondir sur les propos excellents de Saskia. On est dans un aménagement urbain qui n'est plus pensé depuis les années 70. Il y a eu des périodes. Et évidemment, c'est insupportable d'imaginer qu'il y a des immeubles vides à Manhattan. C'est insupportable de penser qu'on fait des mètres carrés de bureaux en Île-de-France qui ne sont pas pourvus et que, parallèlement, le plus grand marché du monde, le marché international de Rungis, est plein comme un œuf. J'ai un taux d'occupation, alors c'est dû à mes qualités, mais j'ai un taux d'occupation de plus de 97%. Et évidemment, il faut penser l'avenir. Il faut être visionnaire. Et l'agglomération parisienne, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, elle va encore se développer. Aujourd'hui, c'est 19% de la population française. En 2050, il y aura encore 3 millions de plus de personnes dans cette agglomération parisienne. Et il faudra la nourrir. Et donc, il est clair qu'il faut penser aujourd'hui la ville avec des outils comme Rungis. C'est ce qui fait d'ailleurs mon succès, le succès de Rungis à l'international. Les grandes mégalopoles maintenant viennent nous voir pour que nous construisions le même modèle qu'à Paris, qui marche bien, puisque quand même c'est une prouesse considérable, Thierry, de nourrir chaque matin, en se levant tôt, tous les Parisiens. Vous n'avez aucune rupture d'approvisionnement. Il pleut, il neige,
il y a des problèmes de circulation. Vous avez dans votre assiette le bonheur. Et donc, je suis trop long. Je pense qu'il y a évidemment un sujet agricole, et je ne le méconnais pas. Et donc, un peu comme Thierry, je pense que le sujet agricole, c'est un sujet sérieux et qui demande d'être pensé. Puis il y a un sujet foncier et un sujet de logistique. La logistique, c'est le nerf de la guerre. C'est comment on va chercher un produit dans le Gers et on l'apporte dans l'assiette du Parisien. Et ça, c'est fondamental. C'est ce que nous maîtrisons, c'est cette chaîne logistique qui nous permet d'économiser de l'espace. Parce qu'évidemment, j'entends la petite musique, malheureusement Jérôme est parti, mais j'entends la petite musique en disant « Ah oui, chaque maire devrait penser à la logistique dans son plan d'occupation, dans son PLU, de façon à ce qu'on... » Non, il faut une massification sur les produits frais et agricoles, car sinon, les coûts de ressources humaines sont trop importants par rapport au prix individuel des produits alimentaires. Et là, c'est très très important. Ben, ça tombe bien, il y a Jonathan Seban qui vient, ça s'adressait à lui. Bienvenue Jonathan. Et donc je disais, non, il ne faut pas, dans les plans d'occupation des sols, dans les PLU, prévoir de la logistique partout. Il faut sans doute que, comme dans les années 70, que comme il y a 50 ans quand on a créé le marché de Rungis, on réfléchisse à l'aménagement du territoire et que, évidemment, il y ait une spécialisation des fonctions qui permettent une massification et une logistique urbaine qui soit pensée. La métropole du Grand Paris vient d'adopter, avec 50 signataires, je ne sais pas si vous en êtes, un pacte sur la logistique. C'est une bonne idée? Vous dites que ça ne doit pas être au niveau des communes. Au niveau de la métropole, c'est une bonne idée? Il faut que ce soit au niveau plutôt de la région. Je pense qu'au niveau de la métropole et au niveau de la région, ça commence à être utile. Ça a plus de sens. Et dites-nous, puisqu'on en parlera notamment avec Jonathan Seban tout à l'heure, comment, Monsieur Layani, vous réduisez l'empreinte écologique de cette fabuleuse logistique du Gers jusqu'à nos assiettes parisiennes? Nous, on a de la chance, on a une empreinte carbone très très faible. Et vous savez pourquoi? Parce que justement, c'est la différence dans l'habitat urbain entre la tour, dont parlait Saskia tout à l'heure, et le mitage avec des pavillons de banlieue. Tout le monde va avoir son petit pavillon de banlieue. Vous savez qu'écologiquement, c'est très coûteux en eau, en fluide, en énergie, en empreinte carbone. Eh bien, moi, je considère que si on doit développer la logistique urbaine, il faut une certaine concentration, densification, massification. Et si on fait des petites zones de logistique urbaine partout dans la ville, vous aurez des camions partout dans la ville. Et quand vous aurez des camions partout dans la ville, les élus, vous les aurez sur le dos. Parce qu'un camion de livraison, le commerce électronique est en train de se développer. Et clairement, moi je considère, comme mon ami Jonathan, qu'il faut réfléchir à la manière dont on organise la logistique urbaine. On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Babette de Rosière, on va parler avec vous plutôt de qualité. On a parlé de quantité, de logistique, oui. Mais la qualité, ça compte aussi beaucoup. Comment vous en êtes venu à vous passionner finalement pour la cuisine? C'était pas une vocation première? Non, c'était non. Pas non plus le souhait de vos parents? Oh là là, la cuisine a été pour moi d'abord une punition. Oui. Puisque chez mes parents, je n'ai jamais cuisiné. Jamais, jamais. Puisque aux Antilles, on a des maisons en bois, donc la cuisine est à l'extérieur de la maison. Et c'était interdit aux enfants. Seulement, j'étais de corvée de poisson. Alors, il fallait nettoyer les poissons, je déteste ça, donc c'est ça la punition que j'avais. Je n'avais pas du tout l'intention de me lancer dans la cuisine. Et puis, comme tout le monde, j'ai coupé le cordon ombilical pour arriver dans l'Hexagone, pour faire des études. Et pendant que je faisais mes études dans ma petite chambre de bonne, dans ma petite chambre d'étudiante, je cuisinais ce que je savais faire.
Donc les petites choses, puisque je ne connaissais pas du tout la cuisine, la gastronomie française, même si on est français. On n'a pas les mêmes produits de base, les endives et tout ça, moi je ne connaissais pas. Et puis là, j'ai essayé de trouver des petits produits qui ressemblaient plus ou moins aux produits de chez moi. Et je cuisinais dans ma petite chambre avec mes amis et j'ai trouvé ça sympathique. Je me suis dit, c'est quand même formidable. Avec un rien, on transforme et on donne du plaisir. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de cuisiner. Ça a commencé comme ça. Alors, quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais quitter mes études pour faire la cuisine, ça a été quelque chose d'épouvantable. Ma mère, immédiatement, a pris l'avion, elle est arrivée, elle m'a dit, tu choisis. Tu choisis entre la cuisine et moi. Un enfant qui a 16 ans, tu lui dis de choisir entre la cuisine et la mer. Moi, comme je suis un petit peu insolente, j'ai choisi la cuisine. Mais alors là, le calvaire commençait, puisqu'il a fallu que je me débrouille toute seule. À partir du moment où j'avais choisi la cuisine, c'est que j'avais coupé le cordon ombilical, j'étais devenue responsable. Ben, j'ai assumé et je me suis rendu compte que la cuisine, c'est quelque chose de formidable. Et maintenant, avec le temps, je me dis que je n'ai pas perdu mon temps à faire la cuisine. Au début, c'était compliqué, il faut dire, parce qu'on n'avait pas tous les produits exotiques, dits exotiques, mais français, parce que ce sont des produits qui viennent des régions de la France, que l'on trouve grâce à Stéphane Layani en nombre, et je ne sais pas comment il fait, tu m'expliqueras d'ailleurs, à Rungis. Donc, ces produits-là, c'était difficile. Donc, au début, quand je me suis installée, ce n'était pas un atout du tout. La cuisine antillaise, c'était vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'était une autre culture, tout en étant une culture française, bien sûr, mais il a fallu que je rame. Et je me rends compte que ça valait le coup parce que le rôle du cuisinier, c'est de transformer les produits. Et à un moment donné, je me suis mise à marier les produits d'ici, les produits d'ailleurs. J'ai mis un petit peu d'épices, ce qui était interdit à l'époque. Parce que les épices, on en parle maintenant, mais les épices, ça date de très longtemps. D'ailleurs, ça a servi en parfumerie pour soigner les bobos. Et puis, ça fait très longtemps aussi qu'on l'utilise dans des assiettes. Mais ce n'était pas le cas dans l'Hexagone. Donc, il a fallu que je m'imposer au niveau de mes produits exotiques qui sont bien français, m'imposer au niveau de mes épices. Et maintenant, quand je vois tout ce qui se passe au niveau des chefs, quand je vois à leur carte les mêmes choses dont on critiquait justement quand j'ai commencé, ben je me dis que la cuisine a fait un grand pas et c'est un grand bonheur. Et ça vous a conduit jusqu'à la Cité de la gastronomie, dont vous êtes la déléguée spéciale pour le compte de Valérie. Ça m'a conduit à beaucoup plus de choses parce que j'ai travaillé quand même dans le monde entier en essayant d'exporter ma culture. Mais effectivement, quand Valérie Pécresse m'a pris à ses côtés, elle m'a proposé de m'occuper de la Cité de la gastronomie. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien dépoussiérer et voir un peu comment les choses se passent avant de me prononcer. Donc, je me suis rendue sur place, j'ai été me rendre compte vraiment où était l'emplacement pour la cité Paris-Rungis. De là, je me suis renseignée aussi, j'ai appris que la cité ne verrait pas le jour en 2024. Alors, en attendant, curieuse que je suis, j'ai proposé à ma présidente de créer un parcours en Île-de-France, parce qu'on est très riche en Île-de-France au niveau des produits. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller voir plusieurs personnes. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Je suis allée voir d'abord M. Bellaval des Monuments Nationaux pour lui dire que, évidemment, à Concorde, l'hôtel de la Marine, ça m'intéresse. Pourquoi faire? Eh bien, pour faire un site sur la gastronomie. Bien longtemps avant, on avait refusé plusieurs choses dans cet emplacement-là. Et je lui ai parlé, je lui ai dit que la marine a un lien très étroit avec la gastronomie, parce que sans la marine, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a maintenant. La pomme de terre, on a tendance à l'oublier, la pomme de terre, la tomate, l'aubergine, tous les épices, c'est exotique, c'est la marine, grâce à la marine. Donc petit à petit, ça fait son chemin, et voilà, j'ai eu son accord, et j'ai aussi le site à la Concorde, l'hôtel de la Marine, où ce sera merveilleux, il y aura un bistrot de très chic, bien sûr, un restaurant, un salon de thé, et puis aussi beaucoup d'expositions sur l'art de la table. Et puis autre chose aussi, donc ça va être un endroit fabuleux. Ensuite, je suis allée voir le maire de Versailles, qui, à l'origine, devait participer à la Cité de la gastronomie, et qui n'en voulait plus, donc je lui ai expliqué que le potager du roi qui est à côté, il faut vraiment faire quelque chose. Donc c'est comme ça, on s'est entendu pour créer un site à Versailles, deuxième site. Parce que j'en ai 5. Et puis, à Saint-Ouen, vous remarquerez que les sites sont dans des endroits prestigieux.
Concorde, le monde entier connaît. Versailles aussi. D'ailleurs, Versailles, j'ai expliqué que les touristes qui arrivent, plutôt que de rester pour aller visiter uniquement le château, ce serait bien aussi qu'ils visitent un peu tout ce qu'il y a autour de Versailles. Ça développe le tourisme. Ensuite, à Saint-Ouen, juste à côté des Puces, j'ai pris aussi le marché de Saint-Ouen pour faire une cuisine simple, pour que les gens viennent en masse, pour qu'il y ait plusieurs choses, qu'on cuisine sur place, qu'on emporte, etc., pour créer une vraie vie. Parce que le marché, c'était le poumon de la ville à l'époque. Créer, recréer, redonner ce poumon. Et puis, le pavillon de France qui était à Milan. Je me suis arrangée pour que ce pavillon vienne à Paris pour le mettre à Roissy. Et là, on va faire aussi tout ce qui est terroir, tout ce qui est... On va apprendre aux enfants à cultiver. Parce qu'au départ, le métier de la cuisine, de la terre, c'était vraiment des enfants qui ne réussissaient pas, qu'on mettait à ces endroits-là. Donc, ce sont des vrais métiers maintenant. Et le 5e site? Et puis le 5e site, alors c'est un site merveilleux, c'est la Cité du Goût, qui est à Noisiel. C'est l'ancienne chocolaterie, ça va être quelque chose de fabuleux. Voilà en gros les 5 sites, et Paris-Rungis viendra nous rejoindre. Un mot, Monsieur Layani, sur la Cité de la Gastronomie, c'est quel calendrier vous y intéressez? Vous vous y intéressez, je crois. D'abord, le marché de Rungis ne peut pas se désintéresser de la Cité de la Gastronomie. C'est un projet culturel. Hein. On fait la Cité de la Gastronomie parce que l'UNESCO a classé le repas gastronomique des Français au patrimoine de l'humanité. Et donc, comme c'est le patrimoine immatériel, c'est-à-dire que c'est un peu quelque chose... l'UNESCO nous a demandé de construire quelque chose en dur. Alors, non seulement je m'y intéresse, mais Rungis va construire le pavillon des saveurs, le pavillon, une halle gourmande qui sera à la sortie du métro et où on trouvera tous les beaux produits de Rungis qui sont habituellement réservés aux professionnels, et les particuliers pourront acheter directement à cet endroit-là quelques produits de Rungis qui auront été sélectionnés. Mais pour répondre à votre question, c'est d'abord donc un projet des collectivités publiques. Et il y a un syndicat mixte, et parmi les membres, il y a évidemment Babette, et ce syndicat mixte a pour objet de construire au moment de l'arrivée du métro, en 2024, c'est pour ça qu'on attend 2024, cette Cité de la Gastronomie. J'ajoute, parce qu'elle ne l'a pas dit, que je suis le président du comité d'experts de Babette de Rosière sur le parcours gastronomique d'Île-de-France. Donc tout ça est très bien, très fluide, il n'y a pas de problème. Il nous reste 5 minutes pour parler notamment de la Happy Valley, qui est un sujet qui vous tient à cœur, monsieur. Écoutez, merci de me donner la parole là-dessus. Voilà. Pas gastronomique. Bon, là, je prends la casquette de président d'une association d'intérêt général, la Happy Valley, qu'on a créée. Donc merci aux partenaires qui sont dans la salle. En fait, tout est parti d'un débat dans cette salle, effectivement, il y a 2 ans, je crois. Un débat et d'une vidéo. Une vidéo, non, d'un débat. De Villemotte. Alors c'est parti effectivement d'une table ronde avec Villemotte qui présentait sa vidéo sur comment revisiter l'autoroute A1 pour la rendre plus attractive, parce que quand on arrive à Roissy et qu'on s'engage sur l'autoroute A1 pour arriver porte de la Chapelle, ça ne fait pas vraiment rêver. En tout cas, ce n'est pas Paris, ce n'est pas la France. Et donc, Villemotte avait travaillé là-dessus. Et puis, on s'était dit, finalement, c'est une bonne idée, mais il faut que l'agriculture contribue aussi à ce projet, puisque quand on est à Roissy, vous avez des champs agricoles, céréaliers, et puis vous avez ensuite différentes cultures possibles, un peu on se rapproche dans Paris. Et donc finalement, on s'est dit comment porter ce projet. Donc on a créé cette association Happy Valley, et puis on a impliqué toutes les collectivités locales, la région, l'État, pour dire, et voilà, on a peut-être un projet collectif d'intérêt général à porter, qui est de dire comment on peut végétaliser cette autoroute A1 pour la rendre un peu plus attractive, plus sexy et plus représentative de la France, et qu'elle soit une véritable vitrine du savoir-faire français. Donc, on s'est engagé, on a créé l'association. Aujourd'hui, on a différents collèges qui sont mis en place, et on sent une adhésion forte, et des partenaires aussi qui nous ont rejoints, industriels, pour nous aider à financer notre première étude, de regarder une étude d'impact pour regarder comment aménager 22 km. Il s'agit d'aménager 22 km
pour revégétaliser ces 22 km. Alors, on va procéder par étapes. Je pense que d'ici le printemps, on va pouvoir commencer par un premier tronçon. Donc on travaille là-dessus très rapidement. On a à peu près, je crois, 3-4 km. On va commencer à montrer concrètement ce que peut devenir une partie du tronçon d'autoroute. Et l'idée, c'est d'avoir préparé cette autoroute pour les Jeux Olympiques de 2024. Voilà. Et qu'on ait, pour accueillir le monde entier, une belle allée vraiment végétalisée pour valoriser les savoir-faire français. Le premier tronçon part de l'aéroport. Oui, alors on essaye de voir en fonction, parce que c'est un peu compliqué quand on rentre dans la mécanique. Donc je ne vais pas rentrer, parce qu'il faut avoir l'accord de l'État ou de la région ou des collectivités, parce qu'il faut voir à qui appartient effectivement le tronçon, quoi. Donc c'est assez compliqué, il y a beaucoup d'intervenants. Donc on y va étape par étape, on travaille par cluster, et puis on essaye de démarrer en fonction de la volonté, la bonne volonté des collectivités, de l'engagement des collectivités. Il faut savoir quand même que le village olympique, quand on parle de nourrir effectivement Paris, il faudra nourrir aussi les athlètes. Le village olympique, c'est dans le 93. Donc je pense que Rungis va être en première ligne là-dessus, j'imagine. Et que tout ça, ça doit se connecter sur un grand projet d'ensemble, en fait. Il ne s'agit pas de faire la Happy Valley d'un côté, le village olympique de l'autre. Il faut arriver à reconnecter l'ensemble, c'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation, et puis le sportif et l'événement des Jeux olympiques. Donc je vous invite à nous rejoindre. Voilà, tous ceux qui sont motivés pour ce projet d'intérêt général, tout le monde est bienvenu. Voilà, c'est vraiment un projet d'intérêt général et il n'y a pas d'entreprise particulière qui porte ce projet. Voilà. Très bien, eh bien, merci infiniment à tous les quatre. Je crois qu'on peut effectivement vous applaudir.